Le lever du jour depuis l'ancienne hacienda d'Armando Montes, qui est devenu un refuge pour randonneurs, le lever du jour est un double enchantement. D'abord, il y a la vue sur les montagnes environnantes, couvertes de forêts, les 1000 collines, comme s'appelle cette région de Cuba, Mille Cumbres. Et puis il y a ces chants d'oiseaux, impressionnants le matin. Dans cette découverte de Cuba que je vous propose et de ces sites naturels, nous allons marcher toute la journée dans la Sierra de Rosario, à l'ouest de l'île. La faune et la flore y sont très riches et c'est un paradis pour les ornithologues. Sur 354 espèces d'oiseaux recensées, 25 sont endémiques. On y trouve l'oiseau national de Cuba, le tocororo, aux couleurs du drapeau cubain, bleu, blanc, rouge, et le fermina, un passereau au chant particulièrement mélodieux. Mais dans ces parcs régionaux ou ces zones naturelles protégées, la vie quotidienne continue. On y croise régulièrement des petites fermes isolées ou des villages, comme celui dans lequel nous emmène notre guide, José Ramón Rosarena, surnommé Pépé. Tout d'abord, le village, il s'appelle Sagua. Sagua, c'est un petit village qui a 311 habitants. Mais je voulais montrer le plus important du village. C'est-à-dire que tous les villages à Cuba, c'est obligatoire. On va trouver tout le temps une petite école primaire. L'épicerie pour acheter les produits de base fournis par l'État avec les carnets de produits alimentaires et la maison du médecin de la famille. Attends, un médecin dans chaque village? Un médecin dans chaque village. Imagine-toi, ici, un médecin pour 371 personnes. Hein. Et il y a une infirmière aussi qui travaille avec les médecins. Alors à Cuba, c'est obligatoire. On va trouver des médecins partout. Donc c'est toujours le principe éducation et santé gratuite. Gratuite, voilà, c'est et le principe. La nourriture aussi, une partie de la nourriture. Une partie de la nourriture, au moins le minimum à manger pour tous les Cubains. Et on trouve un peu d'épicerie privée aussi. Aujourd'hui à Cuba, après cette ouverture économique vers le monde privé, on peut déjà trouver, surtout dans les grandes villes, on peut trouver déjà des privés qui commencent à créer des épiceries, c'est-à-dire comme vous connaissez le supermarché en France, des petits supermarchés avec des produits importés. Et petit à petit, on voit ça dans tout le pays. Mais pour le moment, c'est majoritairement des boutiques d'État. Pour le moment, c'est boutiques d'État. Sí, allá, acá y a los puentes juntos, pero coge esa carretera a 6 de la mañana, tempranito, con un ramo de flores en la mano y vestido de blanco completo. Pépé nous conduit maintenant dans l'épicerie d'État du village. Murs en bois blanc, toit en tôle ondulée et des étagères peintes en vert qui sont quasiment vides. Quelques bidons d'huile, 2 paires de bottes, un seau et une grosse balance pour peser le riz et les haricots rouges. Ici, il faut venir avec son précieux carnet de produits alimentaires. Tout le monde a ces sortes de carnets de produits alimentaires à la maison. Tout le monde. C'est fourni par la mairie de la région à la fin de l'année, pour l'année suivante. OK? Regardez. On va chercher tout d'abord. Ici, il y a 4 personnes. Les prénoms et noms de chaque personne. La date de naissance. L'âge là. Ça, c'est dans la même famille. Dans la même famille. Après, on vient là. Regardez qu'il y a 2 mois ici. 2 mois. Et on met des produits à côté. On vient là pour acheter les produits fournis par l'État. Et c'est pas cher. C'est accessible. Comme j'avais expliqué, on a les 3 à 2 kilos de riz, par exemple. Et 1 kilo, ça coûte 7 pesos cubains. Alors, si le riz, on va chez les paysans, marché des paysans, 1 kilo peut monter à 80 pesos. Et c'est libre. Marché des paysans, il y a du riz. Si tu veux acheter 50 kilos de riz, on peut acheter 50 kilos de riz. Mais c'est plus cher. Ici, c'est la même quantité pour tout le monde. Et à 7 pesos cubains. Et chacun a droit, donc, tout le monde a tous les mois, à de l'huile, du riz, de l'haricot, du sel, du sucre, et du lait pour les enfants cubains, des 0 à 9 ans, ils sont les 3 d'un litre de lait tous les jours, et des compotes pour les bébés, des 0 à 2 ans, une compote par jour. Et puis d'autres choses, il y a l'endroit pour acheter de la viande, comme du poulet,
et viande de bœuf haché, à peu près. Et alors, c'est avec les carnets de pression alimentaire et tout le monde a trouvé ça. Donc ça veut dire que malgré la crise économique, malgré l'embargo, il n'y a pas de Cubains qui ont faim aujourd'hui? Tout le monde peut manger à Cuba? Au moins, on peut manger quelque chose tous les jours à Cuba. Grâce à ces carnets et grâce à ces carnets. Évidemment, si les gens ils ont plus d'argent, on va manger autre chose. Mais au moins, avec ça, tout le monde mange quelque chose tous les jours à la maison. Oye, dile a Orebi que no se me vaya para... Mira, si ves a Orebi, dile que no se me pierda para allá. Si se me pierde, después cuando me vaya, bueno, está ahí, ok. Bon alors, ce qu'on voit ici, ça c'est les médecins de la famille. Alors, à Cuba, après avoir fait les études de médecine de 6 ans, les médecins, c'est obligatoire pour eux de passer 2 ans dans ces sortes de maisons. C'est une façon de payer les études, même s'ils touchent un salaire. C'est pourquoi qu'on va trouver des maisons comme ça dans tout le pays. Dans tous les villages? Tous les villages. Y compris dans ce village de 300 habitants. Voilà. Il y a un médecin. Il y a un médecin et puis une infirmière. Et dans les villes, il y a des maisons comme ça. Dans les quartiers, en principe, c'est une maison pour 120 familles. Alors, dans tous les quartiers, il y en a. En montagne, peut-être en montagne, la maison est sur un point et le médecin, il a un cheval, il part en cheval pour voir les gens en montagne. Mais comment on explique qu'il y a autant de médecins à Cuba et que dans le monde entier, on connaît les médecins cubains qui parfois partent se mettre au service dans d'autres pays? Comment on explique ça? Voilà, c'était une idée, surtout à l'arrivée à 59 Fidel Castro. Et puis, parce qu'à son arrivée, il y avait minimum un médecin ici à Cuba. Très peu de médecins? Oui, parce que la plupart, ils décident de quitter Cuba et puis partir aux États-Unis. Alors, l'une de ces idées, c'était de changer cette histoire à Cuba. Et alors, on commence à créer les facultés de médecine. Et puis, petit à petit, il y avait beaucoup de diplômés de médecine à Cuba. Et petit à petit, déjà dans les années 80, on commence à avoir des médecins partout, dans tout le pays. Même, il y a tant de médecins à Cuba qu'on arrive à faire des accords avec d'autres pays, l'Afrique et l'Amérique latine. Et puis, Cuba envoie des médecins dans ces pays-là qui vont rester 2 ans sur place pour travailler. Alors que s'il y a des médecins cubains qui arrivent dans un pays de l'Amérique latine, au Brésil, c'est pour que l'accès soit gratuit à la population. C'est interdit pour le pays d'envoyer tous les médecins cubains dans une clinique privée, par exemple. Interdit. Si jamais Cuba se rend compte de ça, on finit le contrat. Sinon, c'est l'accès à tout le monde. Et la médecine publique pour les habitants de ces pays-là. Il y a beaucoup de médecins en Amérique latine, en Afrique. Et maintenant, Cuba, sous demande de Mexique, Cuba commence à envoyer des médecins au Mexique, pas pour rester dans les grandes villes, sinon pour les envoyer dans des endroits isolés, des endroits où les médecins mexicains ne voulaient pas y aller. Puis j'ai vu à l'intérieur une affiche qui dit la médecine c'est gratuit, mais ça coûte. Oui, ça, surtout à l'intérieur des hôpitaux, il y a 5 ans, on décide de la part du ministère de la Santé de commencer à installer des timpancartes comme ça, avec la phrase « Ton service de santé c'est gratuit, mais il coûte ». Et avec après, les prix, hein, avec les prix de tout, les opérations, consultations et tout, c'est pour que les gens se rendent compte que même si c'est gratuit pour nous, ça coûte vraiment à l'État et ça coûte de l'argent et ça c'est important ça. Une bonne idée, on devrait importer ça en France, je pense. Voilà, je crois que oui. Hein. Derrière cette présentation un peu patriotique de Pépé, il faut savoir que la réalité est un peu moins idyllique, surtout dans les villes. Les queues sont longues devant les épiceries d'État, souvent pas ou peu approvisionnées, et je ne vous dis pas combien de mois ou d'années pour obtenir un vélo ou un frigo. D'où le marché parallèle, appelé marché libre, où tout s'achète, mais en euros ou en dollars.
Mais faut-il encore les avoir, ces monnaies fortes? D'où l'inégalité qui se creuse entre ceux qui travaillent dans le tourisme ou ceux qui reçoivent de l'argent de leurs parents qui ont immigré aux États-Unis ou en Europe et en Espagne notamment. Quant aux médecins envoyés en mission à l'étranger, on dit que l'État cubain prélève 80% de leur salaire. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Pendant 2 jours, nous allons marcher dans ces magnifiques paysages des Sierras à l'ouest de Cuba. Ici alternent des paysages de mogotes, ces pins de sucre entourés de champs, des forêts, quelques petites maisons paysannes en bois ou encore des ravins que l'on appelle ici des fournias. Au pied de la Sierra de la Guira, nous tombons sur un petit bassin d'eau thermale en pleine nature, protégé par des rochers juste au bord de la rivière. Toute une famille d'une dizaine de personnes sont venues prendre leur bain et se soigner. Le doyen, immergé jusqu'au cou, nous raconte l'histoire de ce lieu. La historia de Bermejales se da a conocer porque un esclavo en una barraca que había por allá por Paso Quemado, qué sé yo. L'histoire de cette petite piscine naturelle qui contient du soufre est en lien avec un esclave du 19e siècle. Cet esclave qui habitait près d'ici avait une maladie de peau. Certains disaient que c'était la lèpre. Sí, lo botó de la barraca, le dijo, no, vete lejos que me vas a contaminar los esclavos, qué sé yo. Le propriétaire espagnol de cet esclave le chasse de peur qu'il contamine les autres. L'esclave est parti, il a longé la rivière et il a trouvé cette petite piscine naturelle qui avait de l'eau chaude. Pour se réchauffer, se reposer tous les jours, il venait s'y baigner et un jour, il a vu que sa maladie de peau avait disparu. Et vous, monsieur, vous êtes du village, vous venez souvent vous baigner ici? Oui, je viens ici 2 fois par an. Et qu'est-ce que ça guérit comme maladie, cette eau? Bueno, los dolores esos intensos que dan las articulaciones. El problema de articulación. Explíquele que yo no vivía de los dolores. O sea, me echaba días privados, por ejemplo, de un codo, de una rodilla. Oui, alors par exemple, avant il avait des problèmes d'articulation et grâce à ça, maintenant il est vraiment guéri. Les montagnes, à Cuba, la Sierra, sont aussi intimement liées à la révolution cubaine, notamment dans la Sierra Maestra, à l'est du pays. Ce fut le refuge des barbudos, les barbus, les compagnons de lutte de Fidel Castro et de Che Guevara de 1956 à 1959. Mais dans les montagnes de l'Ouest que nous traversons, dans la région de Mil Cumbres, se trouve un haut lieu historique, une immense grotte appelée la Cueva de los Portales. Pepe nous y conduit et installé sous les stalactites, il nous raconte son histoire. Oui, bien sûr, elle est très importante cette grotte. C'est vrai quand tu dis qu'il y a des stalactites, des stalagmites, mais cette grotte, elle est très connue, surtout grâce à l'histoire de Che Guevara qui s'était installé ici au moment de la crise des missiles en 1962. Fidel Castro, il décide de l'envoyer à l'ouest de Cuba si jamais il y avait un conflit militaire entre Cuba et les États-Unis à cause de la crise des missiles. Et lui, il arrive dans la grotte. Il a regardé la grotte, il décide de créer sa poste de commandement ici. La première chose pour lui, à l'heure de créer la poste de commandement, c'était de trouver une rivière tout près de la grotte. Évidemment, elle est là. La grotte est ici et à côté, il y a une petite rivière. Il s'installe. Réellement, il va rester ici avec ses officiers. Parce que les soldats, ils étaient dans la région. Ils faisaient des petites réunions à l'intérieur de la grotte. Ils parlaient tout le temps par téléphone avec Fidel Castro, qui était resté à La Havane. Il est resté presque 3 semaines dedans. Parce que les conflits de la crise des missiles, il ne dure que presque 2 semaines, heureusement, parce que sinon, à l'époque, c'était une guerre
nucléaire. Donc on est en fait dans cette grotte qui est très grande et puis il y a une sorte de baraque au fond construite avec des ourdis et puis on voit le lit de Che qui est dans une grotte. Qui est oui, c'est ça. Il a fait ça en 2-3 jours, une petite construction à peu près pour créer son bureau et sa petite chambre. Mais la chambre, c'est à l'intérieur même de la grotte. Alors, mais il y a une chose intéressante qu'on connaît pas beaucoup de Che Guevara, c'est que lui, il était une personne asthmatique. Et même, il s'est mis à l'intérieur de la grotte pour les personnes asthmatiques, c'est un gros problème. Mais comme il était un soldat, comme il disait, il était un soldat, il était un militaire, et son chef était Fidel Castro, il avait l'ordre de surveiller et protéger l'ouest de Cuba. Et que pour lui, c'était pas le plus important, le fait d'être malade d'asthme, sinon de faire son travail. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia presencia, comandante Che Guevara. Alors Pépé, on est face à la mer des Caraïbes, dans une baie qui est très connue à Cuba, mais très connue dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la baie des cochons. Alors, j'aimerais bien que tu nous rappelles ce qui s'est passé ici, une page importante de l'histoire de Cuba. Oui, c'est très vrai ça. Alors, c'est la baie des cochons très connue. Pourquoi c'est très connu? L'année 1961, exactement, ici le 17 avril, des exilés cubains qui sont partis de Nicaragua, ils décident de faire un petit débarquement ici pour lutter contre Castro. Renverser Castro, oui, l'idée c'était évidemment. ça. Ils ont eu l'aide des Américains, mais les Américains, ils décident de ne rien faire. Alors, Castro, il arrive après le 17 avril très tôt ici, avec une petite partie de son armée, et le combat, il commence. Et le 19 avril, Fidel Castro, il va faire arrêter la plupart des exilés cubains. Et c'est une petite histoire qui dure que 3 jours. Et après, c'était une page importante de l'histoire de Cuba. Bien sûr, c'est une page importante. Même en Europe, quand on pose la question qu'est-ce qui s'est passé à la baie des cochons, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire parce que c'est très important. Et après, c'était fait un jugement public contre les exilés. Kennedy demande à Castro le retour de tous les exilés. Et puis Castro, à la fois, il demande au président Kennedy de payer à Cuba 40 millions de dollars pour ça. Kennedy, il a accepté et Castro, il va envoyer à nouveau tous les exilés aux États-Unis. Ouais, tous ceux que tu appelles les exilés, c'est vraiment des Cubains qui étaient partis se réfugier aux États-Unis et qui se sont formés grâce à la CIA pour venir renverser Castro. C'était quelque chose financé par les Américains, financé par la CIA. Et la plupart des exilés, c'était des anciens militaires du président Batista dans les années 1950. Et pourquoi choisir cette baie des cochons pour débarquer? Parce que là, on est au bord de la plage, mais il y a beaucoup de mangroves, il y a beaucoup de rochers qui sont très coupants. J'ai lu, par exemple, je trouvais des informations à propos de tout ça, et on dit qu'ils se sont trompés, vraiment. Que l'idée, c'était pas de faire ça ici exactement, parce que comme tu peux voir, il y a de la mangrove partout. Maintenant, il y a une route, mais à ce moment-là, c'était plutôt une piste, alors qu'avancer, c'était pas facile. Mais ils arrivent ici. Bon, aujourd'hui, on connaît, il y a un satellite, il y a tout, mais à ce moment-là, non. Alors, ils arrivent ici, et c'était quelque chose, pour Castro, c'était bien. Pour lui, parce qu'il pouvait arriver facilement et il savait bien que les exilés, c'était difficile de pouvoir avancer. Et voilà, et cette histoire, elle ne dure que 3 jours.
Alors aujourd'hui, c'est devenu un centre balnéaire. Hein. Les Cubains aiment bien venir passer leurs vacances ici, faire de la plongée sous-marine. C'est un bel endroit. Il y a de beaux fonds et de beaux poissons. Voilà. Tu peux voir ici. Voilà, c'est magnifique. La couleur turquoise de l'eau, elle est superbe. Et tu descends à l'eau et tu vois des poissons à côté de nous, alors que c'est magnifique ici. C'est un véritable aquarium là. Tu te mets tout de suite dans l'eau et là tu es entouré de poissons. C'est intéressant de voir comment l'histoire... oui, ça a été la guerre ici. Il y a eu des morts. Hein. Il y a d'ailleurs des monuments tout le long de la route. Tu vois les monuments là où ont été tués des soldats. Et puis aujourd'hui, les gens se baignent là à côté de nous. Il y a une équipe de plongeurs sous-marins en train de se préparer. Et puis cette eau turquoise magnifique. Par contre, alors, il y a un autre débarquement. Il y a un autre débarquement qu'on a vu aujourd'hui. C'est dingue là-bas. Tiens, il y en a juste un là à côté de nous. Il y a des crabes partout parce qu'au mois d'avril, c'est le moment de la reproduction des crabes. Ouais. Et puis c'est le moment qui s'approche à la mer, la terre, et c'est la folie. Tu vois la route normalement, et il y a une couleur. Mais aujourd'hui, la route elle est rouge parce qu'il y en a partout. Couverte de crabes. Voilà. J'avais jamais vu autant de crabes. Ça, on le fait un seul mois, au mois d'avril. Au mois d'avril. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se reproduire? Ils vont se reproduire et après, ils partent encore à la montagne, la terre, parce que ce sont des crabes de mer. De la terre, excusez-moi. Des crabes de la terre qui viennent jusqu'à la mer pour se reproduire? Jusqu'à la mer. Et puis après, ils retournent dans la montagne. Voilà, c'est ça. Oh, c'est incroyable. Pépé, nous voici dans une autre ville du centre de Cuba, une ville qui s'appelle Santa Clara, qui est la 5e ville la plus importante de Cuba. Alors c'est une ville qui est importante en termes de population, mais qui est importante surtout d'un point de vue historique, puisque c'est ici qu'il y a le mémorial dédié au Che, à Che Guevara. Alors d'abord, pourquoi est-ce que le Che est enterré ici? Bon, le Che il est enterré ici parce que à la fin du mois de décembre de l'année 1958, Fidel Castro, qui était à l'est du pays, à l'intérieur de la montagne, il décide que c'était le moment d'aller vers la Havane et la guérilla. Et il va choisir l'un de ses commandants pour faire ça. C'était Che Guevara qui a pris le centre-sud de Cuba. Et à la fin de décembre, il arrive à Santa Clara, la ville la plus importante à ce moment-là de Cuba. Et même aujourd'hui, il y a eu un grand combat entre le 28 et le 30 décembre. Et le 30 décembre, les soldats de l'armée cubaine, ils se sont rendus, évidemment. Et on va dire pour notre histoire que le Che, il était à la tête de la dernière grande bataille de la guérilla de Fidel Castro. Le mémorial dédié au Che est un lieu de mémoire, mais c'est aussi là qu'il y a les restes de Che. Pourtant, on a tous entendu dire que le Che a été tué en Bolivie en 1967. Comment se fait-il qu'il y a son corps enterré ici? Oui, parce qu'il est mort en 1967. Pendant presque 30 ans, le lieu d'enterrement de Che Guevara et la plupart de ses compagnons morts en Bolivie, c'était un secret complètement. C'était à partir des années 95 que les spécialistes de Cuba et de l'Argentine ils ont commencé à essayer de trouver le corps de Che Guevara et ses compagnons. Et on les a trouvés 30 ans après sa mort, en 1997. Et on a ramené les restes de Che et la plupart de ses compagnons et enterrés ici dans la ville de Santa Clara. Alors, on ne peut pas filmer, photographier et enregistrer au sein du mémorial. On y est allé ensemble il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Comment est ce mémorial? Est-ce que vous pouvez nous donner à imaginer ce mémorial? Bon, imaginez-vous, on est à l'intérieur du mausolée et on voit l'image en bronze de Che Guevara au milieu et tous ses compagnons morts en Bolivie. Ce sont comme des petites niches dans lesquelles on a mis les restes on a mis les restes, voilà, c'est ça, et on a mis l'image en bronze de Che et ses compagnons. Et puis de l'autre côté, on voit le musée de Che Guevara. Et il y a des photos quand il était petit, ses parents, les notes à l'école, quand il a fait les études de médecine, des photos quand il était dans la montagne ici à côté de Castro, des photos quand il a quitté Cuba, qui s'est transformé complètement pour partir en Afrique et après en Bolivie. Il est méconnaissable là. Voilà. On dirait un Américain. Voilà. Pas de barbe. C'est ça. Et alors, que ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit des photos de Che qu'on n'a jamais vues.
Pépé, le grand monument qui est au-dessus de ces deux parties que vous venez d'écrire est important. Il y a une grande statue en bronze de Che Guevara qui a une arme à la main et qui est sur une sorte de très grande pierre rectangulaire sur lequel est écrit... Voilà, sur lequel on peut lire la lettre qu'il avait faite avant de quitter Cuba en 1965 et partir en Afrique. Il a écrit cette lettre à Fidel Castro en expliquant le pourquoi il voulait quitter Cuba. Et sur la lettre, on va trouver la phrase la plus connue de Che Guevara, qu'en espagnol, hasta la victoria siempre, en français, jusqu'à la victoire toujours. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pépé, qu'est-ce que représente Che Guevara aujourd'hui pour les Cubains? Et je dirais peut-être plus pour la jeune génération cubaine qui n'a pas connu le Che. Pour les adultes, c'est quelqu'un d'important. Pour les plus jeunes, ça dépend de la personne des jeunes parce que la jeunesse cubaine, comme partout dans le monde, il y a des jeunes qui ne pensent qu'à avoir le dernier portable, des choses comme ça. Même si à l'école, on va étudier l'histoire de Cuba et même l'histoire de Che Guevara, sûr que si un petit, on pose une question à un jeune, il va te parler un petit peu de Che Guevara. Évidemment, c'est ce qu'il a fait, mais les générations changent, comme ça c'est normal dans tous les pays. Et peut-être les jeunes aujourd'hui, c'est pas comme les jeunes à mon époque. Et pour les gens de ta génération, c'est-à-dire la cinquantaine, 40, 50 ans, voilà. qui représente le Che alors? Ça c'est important. Alors c'est quelqu'un qui avait fait la guérilla à côté de Castro et c'est quelqu'un important parce que toute l'histoire qu'on connaît de Che Guevara, les gens qui ont travaillé avec lui dans les années 60, ils disaient tout le temps que c'était quelqu'un bien sévère pour le travail, alors qu'il respectait le travail à faire et que c'était quelqu'un comme ça. Quelles que soient ses opinions politiques, je trouve qu'il est toujours passionnant quand on voyage d'incarner l'histoire, de fouler des lieux, de rencontrer entre guillemets ceux qui ont fait l'histoire. Et à Cuba, c'est de l'histoire récente, voire même une histoire qui s'écrit encore dans cette sorte de résistance que vivent au quotidien les Cubains depuis plus de 60 ans. Dans notre prochaine émission, nous irons visiter l'une des villes historiques les plus fascinantes de l'île de Cuba, Trinidad. Cette ville coloniale, à l'abri de la Sierra del Escambre, semble s'être endormie au XIXe siècle. Un petit bijou classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, hasta pronto, à bientôt. Ce reportage a été réalisé en partenariat avec Terre d'Aventure, spécialiste des treks et des randonnées dans le monde entier et notamment à Cuba. Renseignements sur leur site www.terdav.com. Si quieres conocer a Martí Fidel, si quieres conocer los caminos del Che, si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, si quieres trabajar en la caña de azúcar, en un barquito se va el vaivén. Si quieres conocer a Martí Fidel,